Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast de notre chaîne Le Carrefour de l'Esprit, où nous explorons des questions fascinantes et profondes sur la nature humaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui a intrigué philosophes, scientifiques et penseurs à travers les âges. Sommes-nous bons ou mauvais par nature? Imaginons un instant que nous puissions regarder à l'intérieur de l'âme humaine. Que verrions-nous? Un cœur rempli de bonté et de compassion, ou bien une nature égoïste et destructrice? De l'amour, de la curiosité, une soif d'apprendre, ou bien une pulsion plus sombre, une envie de dominer? Sommes-nous nés bons, prêts à offrir tendresse et compassion? Ou bien sommes-nous des créatures fondamentalement égoïstes, prêtes à tout pour satisfaire nos désirs? Cette question, aussi vieille que l'humanité elle-même, a traversé les siècles et les cultures. Philosophes, religieux, scientifiques, tous se sont penchés sur cette énigme. Sommes-nous bons ou mauvais par nature? C'est une question qui touche à notre essence même et qui a des implications profondes pour notre vie quotidienne, nos relations et notre société. Pourquoi est-il crucial de comprendre si nous sommes fondamentalement bons ou mauvais? Parce que cette compréhension influence notre vision du monde, nos choix moraux et nos interactions avec les autres. Elle façonne nos systèmes éducatifs, nos lois et nos normes sociales. En d'autres termes, savoir si l'être humain est intrinsèquement bon ou mauvais nous aide à mieux comprendre notre place dans le monde et comment nous pouvons le rendre meilleur. Dans ce podcast, nous allons explorer cette question sous différents angles. Nous commencerons par examiner les points de vue des grands philosophes qui ont longtemps débattu de la nature humaine. Ensuite, nous plongerons dans les découvertes scientifiques récentes pour voir ce que la biologie et l'évolution peuvent nous apprendre sur nos comportements. Nous discuterons également de l'importance de l'éducation et de l'influence de la société sur notre moralité. Enfin, nous examinerons des exemples historiques et contemporains pour illustrer nos points de vue. Alors, préparez-vous pour un voyage passionnant à travers l'esprit humain, où nous tenterons de répondre à cette question essentielle: sommes-nous bons ou mauvais par nature? Restez avec nous et plongeons ensemble dans ce débat fascinant. Pour tenter de répondre à la question de savoir si nous sommes bons ou mauvais par nature, plongeons-nous dans le passé. Depuis l'Antiquité, la question de la nature humaine a été au cœur des réflexions des plus grands penseurs. Les philosophes grecs ont été parmi les premiers à explorer cette question. Parmi eux, Platon croyait en la bonté innée de l'homme. Selon lui, chaque individu possède en lui une part divine qui aspire au bien. Il pensait que la connaissance du bien nous incite naturellement à agir correctement. Il voyait en l'âme humaine une essence pure et bonne, corrompue par les désirs du corps et ses passions. Selon Platon, le corps empêche donc l'âme d'atteindre la perfection. L'homme est donc tiraillé entre ces deux pôles, le bien incarné par l'âme et le mal incarné par le corps. En revanche, Thomas Hobbes avait une vision plus pessimiste. Pour lui, l'homme est fondamentalement égoïste et agressif. Dans son œuvre Le Léviathan, Hobbes décrit l'état de nature comme une guerre de chacun contre tous, où seul le pouvoir absolu d'un souverain peut garantir la paix. De son côté, Jean-Jacques Rousseau adoptait une position intermédiaire. Selon lui, l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Dans Du contrat social, Rousseau soutient que l'homme à l'état de nature est un noble sauvage, vivant en harmonie avec ses pairs et son environnement. C'est seulement en entrant en société que naissent les inégalités et les conflits. Ces visions philosophiques ont profondément influencé notre société contemporaine. Les idées de Platon se retrouvent dans notre système éducatif, où l'on encourage les individus à développer leur potentiel et à rechercher le bien. Les théories de Hobbes, quant à elles, ont contribué à la création de systèmes juridiques et politiques visant à contrôler et à canaliser les comportements humains pour maintenir l'ordre et la sécurité. Quant à Rousseau, son influence est visible dans les mouvements pour l'égalité et la justice sociale, qui cherchent à corriger les défauts de notre société et à promouvoir une vie plus harmonieuse pour tous. Les religions ont également apporté leur réponse à cette question. Par exemple, le christianisme, avec la notion de péché originel, suggère une nature humaine fondamentalement déchue. Cependant,
La grâce divine permet à l'homme de se racheter et de tendre vers la perfection. Le bouddhisme, en revanche, met l'accent sur la souffrance qui est une composante inhérente à la condition humaine. L'objectif est donc de s'en libérer en suivant le chemin de la méditation et de la compassion. Ces différentes visions de la nature humaine témoignent de la complexité de la question et chacun y a apporté des réponses. Certes, des réponses variées, mais souvent contradictoires. Il n'existe donc pas de réponse simple et universelle. Les philosophes et les religieux nous offrent des perspectives différentes qui nous invitent à une réflexion personnelle. Certains ont mis l'accent sur la bonne innée de l'homme, d'autres sur sa propension au mal. Il semble que la vérité soit plus nuancée et que la nature humaine soit une complexe interaction entre des forces opposées. En somme, l'histoire de la pensée humaine est jalonnée de tentatives pour comprendre ce qui fait de nous ce que nous sommes. Si les réponses ont évolué au fil des siècles, la question de la nature humaine reste d'une brûlante actualité. Cette exploration nous prépare le terrain pour une discussion plus approfondie sur la nature humaine. Nous verrons dans ce qui suivra comment la science, l'éducation et la société continuent d'informer et de modeler notre compréhension de cette question fondamentale. La question de savoir si nous sommes bons ou mauvais par nature ne se limite pas à la philosophie et la religion. La science, en particulier la biologie, offre également des perspectives fascinantes. Les neurosciences ont révélé que certaines parties de notre cerveau jouent un rôle clé dans nos comportements moraux. Par exemple, l'amygdale est associée à la perception des émotions, comme la peur et l'agressivité, tandis que le cortex préfrontal est impliqué dans la prise de décision et le contrôle des impulsions. Des études montrent que des niveaux élevés d'ocytocine, souvent appelés hormones de l'amour, peuvent promouvoir des comportements altruistes et de confiance. À l'inverse, des déséquilibres dans les neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine peuvent être liés à des comportements agressifs ou antisociaux. Ces découvertes suggèrent que notre biologie influence en grande partie notre capacité à ressentir de l'empathie, à faire preuve de compassion et à agir de manière éthique. La théorie de l'évolution offre également des explications sur la nature humaine. Selon Charles Darwin, les comportements sociaux et altruistes peuvent avoir évolué parce qu'ils augmentent les chances de survie et de reproduction. Par exemple, aider les autres membres de son groupe peut renforcer les liens sociaux et assurer la protection et le soutien réciproque. Des recherches sur les animaux montrent que ces tendances ne sont pas uniques aux humains. Par exemple, les chimpanzés montrent des comportements altruistes en partageant de la nourriture ou en s'entraidant. Ces exemples suggèrent que la coopération et la bienveillance peuvent être des traits avantageux sélectionnés au cours de l'évolution. En revanche, l'agression et la compétition jouent également un rôle dans la survie. Les conflits pour les ressources ou les partenaires peuvent conduire à des comportements agressifs. La nature humaine semble donc être le résultat d'un équilibre complexe entre coopération et compétition, influencé par des millions d'années d'évolution. En résumé, les perspectives scientifiques montrent que notre moralité et nos comportements sont profondément enracinés dans notre biologie et notre histoire évolutive. Nous ne sommes ni complètement bons, ni complètement mauvais, mais plutôt un mélange complexe de tendances influencées par des facteurs internes et externes. Cette exploration scientifique du comportement humain ouvre la voie à une discussion plus large sur l'influence de l'éducation et de la société, que nous allons aborder maintenant. La question de savoir si nous sommes fondamentalement bons ou mauvais ne peut être pleinement comprise sans examiner l'influence de notre environnement. De nombreuses études ont montré que l'éducation et les expériences de vie jouent un rôle crucial dans la formation de notre comportement moral. En effet, ce sont nos expériences de vie qui façonnent notre personnalité et nos comportements. L'éducation que nous recevons, l'environnement dans lequel nous grandissons, les événements que traversons. Tous ces éléments jouent un rôle crucial dans le développement de notre caractère. L'éducation est souvent considérée comme le premier moule dans lequel nous sommes façonnés. Les valeurs que nous apprenons à l'école, les modèles auxquels nous sommes confrontés, tout cela contribue à forger notre identité. Par exemple,
Des enfants élevés dans des environnements stables et affectueux sont plus susceptibles de développer des comportements altruistes et empathiques. En revanche, ceux qui grandissent dans des contextes de négligence ou de violence peuvent adopter des comportements plus agressifs ou antisociaux. Des chercheurs ont également observé que les interventions éducatives, telles que l'enseignement des compétences sociales et émotionnelles dès le plus jeune âge, peuvent avoir un impact durable sur le développement moral. Ces programmes visent à enseigner aux enfants comment gérer leurs émotions, résoudre les conflits de manière pacifique et comprendre les perspectives des autres. Notre environnement social et culturel agit comme un miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes. Les normes sociales, les croyances collectives, les coutumes et valeurs jouent également un rôle déterminant dans la formation de notre moralité et influencent notre façon de penser et d'agir. Chaque société a ses propres règles sur ce qui est considéré comme bon ou mauvais, et ces normes sont inculquées dès le plus jeune âge par des institutions telles que la famille, l'école et la religion. Par exemple, dans certaines cultures, la coopération et l'entraide sont fortement valorisées, tandis que dans d'autres, l'accent est mis sur l'autonomie et la compétition. Ces différences culturelles peuvent influencer la manière dont les individus perçoivent et pratiquent la bonté et la méchanceté. Pour illustrer ces points, examinons quelques études de cas. Prenons l'exemple des enfants élevés dans des communautés où la coopération est essentielle à la survie, comme certaines tribus indigènes. Ces enfants apprennent dès le plus jeune âge l'importance de partager, de collaborer et de soutenir les membres de leur communauté. À l'opposé, des enfants grandissant dans des environnements urbains où la compétition pour les ressources est intense peuvent développer des comportements plus compétitifs et individualistes. Ces différences montrent que notre environnement social joue un rôle crucial dans la formation de notre moralité. Les événements de notre vie, qu'ils soient heureux ou douloureux, laissent aussi des traces indélébiles sur notre personnalité. Un traumatisme vécu dans l'enfance peut, par exemple, engendrer une méfiance envers les autres. À l'inverse, une expérience positive peut renforcer notre confiance en nous et notre capacité à aimer. En outre, les médias et les réseaux sociaux ont une influence croissante sur nos valeurs morales. Les films, les séries télévisées, les jeux vidéo et les plateformes de médias sociaux peuvent renforcer certaines normes ou en remettre en question d'autres. Par exemple, la représentation de personnages héroïques ou vilains dans les médias peut façonner nos perceptions de ce qui est moralement acceptable. Nos expériences de vie jouent un rôle déterminant dans la construction de notre personnalité. L'éducation, l'environnement social et culturel, les événements que nous traversons, tous ces éléments interagissent de manière complexe pour façonner ce que nous sommes. Il n'est donc pas étonnant que nous soyons tous uniques, avec nos propres forces et nos propres faiblesses. En résumé, l'éducation et la société influencent fortement notre comportement moral. Elles façonnent nos valeurs, nos normes et nos perceptions de ce qui est bon ou mauvais. En comprenant ces influences, nous pouvons mieux comprendre comment promouvoir des comportements moraux et éthiques dans notre société. Arrivés à ce stade, nous avons exploré l'importance de l'éducation et de la société dans la formation de notre nature morale. Nous avons vu que la nature humaine est façonnée par une multitude de facteurs, allant de nos gènes à notre environnement. Mais quelle est la part de l'inné et de l'acquis dans notre comportement? Sommes-nous des produits de notre génétique ou bien sommes-nous façonnés par notre culture? Ce débat entre nature et culture est l'un des plus anciens et des plus passionnants de l'histoire de la pensée humaine. Les partisans de la nature affirment que nos comportements sont en grande partie déterminés par nos gènes. Ils soulignent l'importance de l'hérédité dans la transmission de traits de personnalité, de talents et même de certaines maladies. Les études sur les jumeaux, élevés séparément à la naissance, ont souvent été citées comme preuve de l'influence des gènes sur notre développement. À l'inverse, les partisans de la culture affirment que notre environnement social et culturel joue un rôle primordial dans la façon dont nous pensons et agissons. Nos valeurs, nos croyances, nos normes sociales sont toutes acquises au cours de notre socialisation. Les anthropologues
qui étudient les différentes cultures à travers le monde, ont mis en évidence la diversité des comportements humains, ce qui suggère une forte influence de la culture. En réalité, la question de la nature versus la culture est bien plus complexe qu'un simple choix entre deux options. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que nos comportements sont le résultat d'une interaction complexe entre nos gènes et notre environnement. Nos gènes nous prédisposent à certains comportements, mais c'est notre environnement qui détermine finalement si ces prédispositions se manifesteront. Pour illustrer cela, voici deux exemples concrets: l'intelligence et l'agressivité. L'intelligence est un trait complexe influencé à la fois par les gènes et par l'environnement. Des études ont montré que les gènes jouent un rôle important dans l'intelligence générale, mais que l'environnement, notamment l'éducation, peut également avoir un impact significatif. L'agressivité est un autre trait complexe qui est influencé par une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Certains individus peuvent être génétiquement prédisposés à l'agressivité, mais l'environnement social dans lequel ils grandissent joue également un rôle crucial. Le débat nature versus culture est loin d'être clos. Il est probable que nous ne connaîtrons jamais la réponse définitive à cette question. Ce qui est certain, c'est que nos comportements sont le résultat d'une interaction complexe entre nos gènes et notre environnement. En comprenant mieux cette interaction, nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes et mieux appréhender la diversité des comportements humains. Après avoir exploré les fondements biologiques et culturels de la nature humaine, intéressons-nous maintenant à deux notions fondamentales qui guident nos actions: le bien et le mal. Ces concepts sont-ils universels, gravés au plus profond de notre conscience, ou sont-ils des constructions sociales, variables d'une culture à l'autre? La plupart d'entre nous avons une intuition assez claire de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous ressentons de l'empathie pour ceux qui souffrent, et nous éprouvons du dégoût face à la cruauté. Cette intuition morale semble être profondément ancrée en nous. De nombreuses études suggèrent que notre sens de la moralité a des bases biologiques. Les neurosciences ont mis en évidence des régions du cerveau qui s'activent lorsque nous faisons l'expérience d'émotions morales, telles que la culpabilité ou la compassion. De plus, certaines études suggèrent que les bébés manifestent déjà des comportements prosociaux, comme aider les autres dès un très jeune âge. Cependant, si notre sens de la morale a des racines biologiques, il est également fortement influencé par notre culture. Les normes morales varient considérablement d'une société à l'autre. Ce qui est considéré comme bien dans une culture peut être considéré comme mal dans une autre. Par exemple, les attitudes envers l'euthanasie, l'avortement ou l'homosexualité varient considérablement d'un pays à l'autre. Le relativisme moral est une théorie qui affirme que les jugements moraux sont relatifs à une culture ou à une société donnée. Selon les relativistes, il n'existe pas de normes morales universelles. À l'inverse, les universalistes affirment qu'il existe des principes moraux universels qui s'appliquent à toutes les cultures et à toutes les personnes. Ils soutiennent que certains actes, tels que le meurtre et la torture, sont intrinsèquement mauvais, quel que soit le contexte culturel. La question de savoir si le bien et le mal sont des notions universelles ou construites est complexe et fait l'objet de nombreux débats. Il est probable que la vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Notre sens de la morale est à la fois influencé par notre biologie et par notre culture. Comprendre cette complexité est essentiel pour mieux appréhender les conflits et les divergences qui existent entre les différentes cultures. Pour comprendre la complexité de la nature humaine, il est utile d'examiner des exemples historiques de personnes dont les actions ont été perçues comme fondamentalement bonnes ou mauvaises. Prenons par exemple Mère Teresa, souvent citée comme un exemple de bonté exceptionnelle. Son dévouement à aider les pauvres et les malades en Inde a touché des millions de vies et inspiré de nombreuses personnes à travers le monde. Elle est devenue un symbole de la compassion et de l'altruisme, incarnant l'idée que l'être humain peut être profondément bon. À l'opposé, nous avons des figures comme Adolf Hitler, dont les actions ont conduit à des atrocités indescriptibles pendant la Seconde Guerre mondiale.
Hitler est souvent cité comme un exemple de la malveillance humaine, montrant comment des croyances extrêmes et un pouvoir incontrôlé peuvent mener à des comportements profondément destructeurs. Les exemples contemporains nous offrent également des perspectives sur la nature humaine. Malala Yousafzai est un exemple moderne de courage et de bonté. Malgré avoir été victime d'une tentative d'assassinat par les talibans, elle continue de défendre l'éducation des filles et les droits de l'homme à travers le monde. Son histoire montre que même face à des adversités extrêmes, les humains peuvent faire preuve d'une grande résilience et d'une profonde bonté. D'autre part, des individus comme Bernie Madoff illustrent le potentiel de la malveillance humaine. Madoff a orchestré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire, causant des pertes énormes et des souffrances à des milliers de personnes. Son cas montre comment la cupidité et l'égoïsme peuvent mener à des actions profondément nuisibles. En analysant les motivations et les circonstances de ces exemples, nous pouvons mieux comprendre les forces complexes qui influencent nos actions. La bonté de Mère Teresa peut être vue comme une combinaison de ses croyances religieuses profondes, de son éducation et de sa détermination personnelle. À l'inverse, les actions d'Hitler peuvent être attribuées à une combinaison de facteurs personnels, idéologiques et sociaux. En examinant ces exemples, il devient clair que la nature humaine n'est pas simplement bonne ou mauvaise. Elle est façonnée par une multitude de facteurs, allant des influences biologiques et environnementales aux croyances personnelles et aux circonstances de vie. À travers ce que nous avons évoqué précédemment, nous avons exploré la question de la nature humaine sous différents angles. Nous avons vu comment les philosophies, les sciences, l'éducation et la société influencent notre compréhension de ce que signifie être bon ou mauvais. Les exemples historiques et contemporains nous montrent que la nature humaine est complexe et nuancée. En fin de compte, il est peut-être plus juste de dire que nous avons en nous le potentiel pour le bien comme pour le mal, et que notre environnement, nos choix et nos circonstances déterminent souvent quel côté de notre nature l'emportera. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration sur les méandres de la nature humaine, cherchant à répondre à cette question fascinante. Sommes-nous bons ou mauvais par nature? Tout au long de ce voyage, nous avons plongé dans les pensées des plus grands philosophes, analysé les découvertes scientifiques et examiné l'influence de l'éducation et de la société. Nous avons également étudié des exemples historiques et contemporains pour mieux comprendre la complexité de la nature humaine. Alors, qu'avons-nous appris? Il semble que la réponse ne soit ni simple ni univoque. La nature humaine est un mélange subtil de tendances innées et d'influences extérieures. Les théories philosophiques nous montrent que notre perception de la bonté et de la méchanceté peut varier considérablement, dépendant de notre perspective et de nos croyances. La science nous révèle que notre biologie et notre évolution jouent un rôle crucial dans la formation de nos comportements. L'éducation et la société nous enseignent que notre environnement et notre culture façonnent profondément nos valeurs et notre moralité. Enfin, les exemples historiques et contemporains illustrent que les individus peuvent manifester une gamme de comportements allant du plus noble au plus destructeur. Mais peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si nous sommes fondamentalement bons ou mauvais, mais plutôt comment nous choisissons de vivre et d'agir dans ce monde. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire des choix qui reflètent nos valeurs et notre compréhension de ce qui est juste. Nous pouvons cultiver la compassion, l'empathie et la coopération, ou nous laisser guider par la peur, la colère et l'égoïsme. Alors, sommes-nous bons ou mauvais? La réponse à cette question est bien plus nuancée que nous ne l'imaginions au départ. Nous sommes des êtres complexes, capables du meilleur comme du pire. Notre capacité à aimer et à coopérer côtoie notre capacité à haïr et à détruire. En fin de compte, il est essentiel de continuer à réfléchir, à questionner et à apprendre. En discutant de ces questions et en partageant nos perspectives, nous pouvons mieux comprendre notre propre nature et celle des autres. Nous vous invitons à poursuivre cette réflexion, à dialoguer avec ceux qui vous entourent et à continuer à chercher des moyens de vivre de manière éthique et responsable. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui.
Nous espérons que ce podcast vous a inspiré et encouragé à réfléchir plus profondément à la nature humaine. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à rejoindre la conversation. À la prochaine fois pour une nouvelle exploration de sujets captivants.